Chaque année à Nice, le 11 septembre, des familles se retrouvent autour de la stèle du souvenir, érigée en mémoire de 95 personnes portées disparues. 95 personnes qui avaient embarqué à bord d'une caravelle à Ajaccio et à destination de Nice. C'était en 1968. L'avion n'est jamais arrivé à destination. Juste avant son atterrissage, l'appareil s'est abîmé en mer. Aujourd'hui encore, ces familles s'interrogent sur la cause réelle de cette catastrophe. La thèse officielle parle d'un feu accidentel à l'arrière de l'appareil, mais les familles n'ont jamais cru à cette version. Pour elles, l'avion aurait été touché par un missile en traversant une zone militaire. 40 ans après le drame, de nouveaux éléments nous permettent aujourd'hui de remettre en question la thèse officielle. Il est 9h09 ce mercredi 11 septembre, lorsque la caravelle à destination de Nice décolle de l'aéroport d'Ajaccio en Corse. 95 personnes ont pris place à bord de ce vol commercial régulier. Durant le vol, le commandant Salomon ne fait état d'aucun incident. Mais 20 minutes après le décollage, le pilote annonce qu'il a le feu à bord. Tout se passe alors très vite. L'appareil est incontrôlable, il perd de l'altitude. 2 minutes plus tard, la caravelle s'abîme en mer, au large du cap d'Antibes. Il est 9h33, il n'y a aucun survivant. Au lendemain du drame, l'émotion est immense. Des centaines de gens se pressent à la cérémonie organisée en mémoire des 95 victimes. La population est sous le choc. Différents scénarios sont alors évoqués. On parle d'un feu accidentel. On évoque aussi un possible attentat. Mais la rumeur qui persiste et s'installe dans la presse à l'époque est celle d'une bavure militaire, car l'appareil serait passé à proximité d'une zone d'essai de tir. En 1972, une commission d'enquête rend ses conclusions définitives. C'est finalement la thèse de l'incendie qui est retenue. Un feu accidentel survenu à l'arrière de l'appareil, dans les toilettes, ou la kitchenette que l'on appelle aussi le galet, serait à l'origine de la catastrophe. La destruction du FBOHB a été causée par un violent impact à la surface de la mer. Cette perte de contrôle a été elle-même provoquée par un incendie qui s'est déclaré à l'arrière de l'appareil, dans la zone de la toilette droite et du galet. Mais cette version n'a jamais satisfait les familles. Louis et Mathieu Paoli sont les porte-parole des familles des victimes de la caravelle. Ils ont perdu leurs parents dans cet accident. Régulièrement, les deux frères viennent se recueillir dans cette petite chapelle construite à la mémoire de tous les disparus de catastrophes en mer. C'est l'ultime lieu spirituel du crash de la caravelle. C'est là qu'on a fait installer une plaque à la mémoire de toutes les victimes. Et lorsqu'on vient ici prier, c'est comme si on était juste à côté de nos êtres chers qui se trouvent à côté, dans la Méditerranée. Comme les autres familles des victimes de l'accident, Louis et Mathieu ne pourront vraiment faire le deuil de leurs parents que lorsqu'ils sauront ce qui s'est réellement passé dans le ciel d'Antibes, ce jour de septembre 1968. Avec beaucoup de prières, on espère qu'on y arrivera. Et puis à connaître cette vérité qu'on réclame à corps et à cri. Beaucoup d'espoir et une détermination farouche pour obtenir la vérité, car ils n'ont jamais cru au scénario officiel de l'accident. Un scénario qui comporte de nombreuses failles. Nous commençons notre enquête au musée de l'air d'Athis-Mons, près des pistes d'Orly. Nous avons rendez-vous avec Gérard Felzer. Pendant 10 ans, il a été copilote sur Caravelle. Il se souvient d'un appareil connu
pour son extrême fiabilité. Oui, la Caravelle, excellent. Elle a fait ses preuves. Elle est partie. Elle a été volée dans le monde entier, en Scandinavie, sous la neige à -40, jusque dans le désert avec Air Algérie. Donc, c'est vraiment une locomotive, quoi. D'ailleurs, on voit bien, hein, ça ressemble à une locomotive. Il y en a partout. C'est un avion qui était quand même révolutionnaire à l'époque. Un avion particulièrement fiable, capable d'effectuer des moyens courriers en toute sécurité. Pour les pilotes de l'époque, le trajet Ajaccio-Nice ne présente aucune difficulté. On faisait souvent des Ajaccio-Nice, des Bastia-Nice, basés à Nice pour faire tous les jours les navettes. Et c'était excessivement agréable. Des vols de routine donc, parfaitement maîtrisés. Alors quel type d'incident a pu endommager cet appareil au point de provoquer sa chute en mer le 11 septembre 1968 ? Direction Pau, pour rencontrer François Jvidusic. Pendant 30 ans, il a été chef mécanicien sur Caravelle. Le 7 septembre 68, soit 4 jours avant l'accident, c'est lui qui contrôle l'appareil sur le tarmac de l'aéroport de Nice. Donc je l'ai contrôlé au départ de Nice le 7 septembre pour faire une rotation sur la Corse. Et là, lors de la visite prévol, je me suis aperçu qu'un des réacteurs avait injecté soit des cailloux, soit un boulon. Donc cet avion n'était pas apte à voler. La rotation a été décalée. Cet avion est remonté sur Paris pour changement moteur. Dès le lendemain donc, l'avion est acheminé sur Paris. Le réacteur est changé entre le 7 et le 8 septembre. Le 9 septembre, cet avion est reparti en vol, est revenu sur Marseille et Nice, et à partir du 9, a fonctionné normalement. C'était 2 jours avant l'accident. Tous les contrôles avaient été effectués, rien à signaler. Nous avons rendez-vous à Nantes avec Martine Tournade. Martine Tournade est une miraculée. À l'époque, elle était hôtesse de l'air et devait se trouver à bord du vol Ajaccio-Nice. Mais au dernier moment, un télégramme d'Air France lui notifie qu'elle doit s'envoler pour une autre destination. Et même maintenant encore, quelque part, j'ai encore un petit sentiment de culpabilité de me dire, je devais être dans l'avion. Depuis 40 ans, Martine Tournade retourne dans sa tête cette histoire de crash et pense aux conclusions de la commission d'enquête. Des conclusions basées sur un accident survenu à la suite d'un banal feu dans les toilettes de l'appareil. L'incendie a pu aussi être provoqué par l'imprudence d'un passager, par exemple celle d'un fumeur, qui aurait jeté une cigarette enflammée dans le récipient des serviettes usées. En 68, les passagers n'avaient pas d'interdiction de fumer à bord. C'était simplement au décollage, à l'atterrissage, les interdictions de fumer. Donc on n'avait pas de passagers qui allaient se cacher dans les toilettes pour fumer en cachette. Autre faiblesse de la thèse officielle, dans ses conclusions, le rapport pointe un élément capital. Les extincteurs arrimés sur l'arrière de la cloison du galet ont été récupérés encore fixés à cette cloison. Ils n'ont donc pas été utilisés. Pour le personnel navigant, le scénario d'un simple feu dans les toilettes qui se propage depuis l'arrière de l'appareil est donc peu probable. Pour moi, c'est pas possible. Pour moi, ça tient pas la route. Sur la Caravelle, c'était un avion étroit. L'arrière de la Caravelle, c'était là qu'était situé ce qu'on appelle le galet. Le galet, c'était la petite kitchenette. Le personnel était en train de mettre la dernière main à la pâte avant l'atterrissage. Donc, ils étaient à 80 cm des toilettes. Donc, une odeur de fumée, de la fumée qui passerait sous les portes. Je veux dire, ils n'étaient pas à 10 mètres de là. Là aussi, l'hôtesse de l'air est formelle. Un simple feu dans les toilettes aurait pu être maîtrisé. Le personnel de bord est régulièrement entraîné
pour affronter ce genre de situation. Mais ce n'est pas du travail théorique. Les pompiers nous allument des feux de kérosène et puis on passe un à un. On ne regarde pas les autres faire, on le fait. On apprend le geste de comment diriger l'extincteur, enfin où le diriger. Bon. Donc pour moi, un incendie dans les toilettes, c'était quelque chose qu'on pouvait maintenir. Moi, ça m'étonne beaucoup. L'avion qui disparaît dans le ciel comme ça pour un feu toilette, ça me paraît difficile à admettre comme seule hypothèse en tous les cas. Une hypothèse d'autant plus improbable que les expertises ont pu démontrer que le pilote ne pouvait plus maîtriser ses commandes de vol. C'est pas un simple incendie de toilette qui aurait cassé complètement les commandes et rendu l'avion impilotable. Pour perdre les commandes de vol, il faut que ça soit un sacré dégât. C'est plus qu'un feu, c'est quasiment une explosion. Une explosion peut-être, mais une explosion due à quoi? Dans le milieu des navigants, l'hypothèse d'un simple feu d'origine accidentelle ne convainc personne. Seule une cause beaucoup plus grave peut se trouver à l'origine d'un tel accident. Alors, que s'est-il passé dans le ciel d'Antibes ce 11 septembre 1968 ? Pour l'association des familles des victimes, il n'y a pas de doute, il s'agit d'une bavure militaire. Eh bien, tout nous laisse à penser que c'est une erreur de l'armée et qu'un missile mal contrôlé a frappé l'appareil. Si les familles des victimes continuent aujourd'hui à croire dur comme fer que l'appareil a pu être abattu par un missile, c'est pour une raison précise. Ce 11 septembre 1968, la Caravelle Ajaccio-Nice devait passer au-dessus d'une zone militaire dont fait partie l'île du Levant. Une zone soigneusement répertoriée sur les cartes et qui abrite les essais de missiles en Méditerranée. Notre pilote, Gérard Felzer, se souvient parfaitement de ces secteurs, connus de tous les commandants de bord. Alors dans cette zone en Méditerranée, évidemment, il y a des zones militaires, des zones d'essai, des zones de tir, et ces zones sont bien délimitées sur les cartes. On n'a pas le droit d'y pénétrer en permanence, ou on a le droit d'y pénétrer si la zone n'est pas déclarée active. Donc on vous dit avant de partir, elle est active ou elle n'est pas active, et vous faites votre plan de vol en fonction de ça. En théorie, la Caravelle ne risquait rien car elle devait passer largement au-dessus de la zone de tir. Des couloirs aériens sécurisés sont prévus. Mais si l'avion a amorcé sa descente trop tôt, il a pu pénétrer dans l'espace militaire. Nous nous rendons à Narbonne pour rencontrer Pierre Courdil. C'est l'une des dernières personnes à avoir été en contact avec le pilote de la Caravelle. À l'époque, il était chef radariste au contrôle aérien de la Sainte-Baume, près de Brignoles dans le Var. Il se souvient parfaitement de ce matin du 11 septembre. Alors voilà, le 11 septembre, j'ai pris mon service normalement au contrôle d'Aix-en-Provence et j'étais affecté sur le secteur de Nice pour contrôler les avions qui venaient d'Ajaccio à Nice. Sur cette animation, la trajectoire normale que la Caravelle devait effectuer entre deux points, l'un nommé Bravo, l'autre Charlie. L'appareil est alors dans sa phase de descente, en approche de l'aéroport de Nice. Dans le cas de Nice, entre le point Bravo et le point Charlie, il y a les îles du Levant qui font des lancements de missiles et compagnie. Mais le niveau de sûreté pour les avions, c'est 70. C'est-à-dire 7000 pieds. 7000 pieds. Donc à partir de là, jusque-là, l'avion ne risque absolument rien. Mais si la Caravelle est descendue en dessous des 7000 pieds, après le point Bravo, elle a pu se retrouver dans la zone dangereuse. Il est possible qu'après le point Bravo, il ait amorcé une descente trop rapide et qu'il se soit trouvé dans la zone dangereuse avant le point Charlie. C'est donc à partir de ce moment précis que la Caravelle commence à connaître ses difficultés. L'appareil disparaît des écrans. Et puis partant de là, bon, ben moi, j'ai plus rien vu sur l'écran.
Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez perdu l'avion sur l'écran? Moi j'ai dit c'est fini, il est coulé. Que s'est-il passé? Le pilote s'est-il engagé par erreur dans la zone militaire des îles du Levant? Un missile mal guidé a-t-il pu pénétrer dans le couloir réservé aux appareils civils? Nous sommes en 1968, en plein contexte de guerre froide. La France tient à se démarquer des États-Unis et de l'URSS. Une politique qui passe avant tout par l'indépendance militaire et la course à l'armement. Historien, spécialiste des questions de défense nationale, Claude Carlier est l'auteur de plusieurs ouvrages sur les armements de haute technologie. Dans les années 60, c'est vraiment le grand début des missiles, dans plusieurs catégories. Hein. Donc vous avez des missiles air-air, qui sont tirés d'un avion contre un autre avion. Vous avez des missiles air-sol d'un avion tiré vers le sol. Et vous avez des missiles sol-air, qui sont donc tirés du sol, comme son nom l'indique, vers l'avion. En ce qui concerne la portée, en ce qui concerne l'altitude qu'ils peuvent atteindre, le dénivelé qu'ils peuvent atteindre, on est au début de cette expérience-là. Donc on n'a pas des matériels aussi sophistiqués que ce que nous avons de nos jours. À la fin des années 60, les essais de missiles sont nombreux en Méditerranée et dans la zone atlantique. Mais cette course à l'armement de pointe ne va pas sans connaître quelques ratés. Alors un missile peut parfaitement, malheureusement, échapper pour des raisons techniques, une défectuosité de fonctionnement du missile, échapper au contrôle et passer dans une autre zone. Et généralement, à ce moment-là, il y a des dispositifs de destruction pour le détruire, pour éviter qu'il tombe à des endroits où il ne devrait pas tomber. C'est-à-dire dans une zone éventuellement civile? Dans une zone civile, sur des habitations, par exemple. Et il n'est pas rare à l'époque que les erreurs de tir fassent les gros titres des journaux. Dans le Var, des missiles mal maîtrisés viennent terminer leur course non loin des habitations. L'un d'eux s'abat même dans le jardin de la résidence de vacances du beau-frère de Michel Debré, le ministre de la Défense de l'époque. Un missile échappe au contrôle de postes de tir et s'écrase sur une plage. 2 villas, dont celle du beau-frère de M. Debré, légèrement endommagées. Il arrive même qu'un missile frôle un avion de ligne. Nous avons retrouvé le témoignage d'un pilote qui n'est pas prêt d'oublier son aventure survenue l'année même du crash de la Caravelle. En passant l'altitude de 20 000 pieds, en ascension par ciel clair, notre route a été croisée de droite vers la gauche par un missile. Alors immédiatement, j'ai demandé une position au contrôle militaire Rodia, du côté de Toulon, et ils m'ont dit effectivement qu'ils avaient vu tomber un missile au large du Cap Béna. Des missiles mal contrôlés évoluant à proximité d'avions civils. La Caravelle a-t-elle été victime d'un engin parti de cette zone militaire? Si l'on en croit la version officielle, c'est impossible. Dans une lettre adressée aux familles des victimes, 1 an après le drame, le ministre de la Défense Michel Debré est formel. Les champs de tir de la région étaient fermés le jour de l'accident. Je suis donc en mesure de vous assurer qu'un missile français n'a pu être à l'origine de cette catastrophe qui vous a frappé cruellement. Cette thèse officielle, l'armée n'en démord pas depuis 40 ans. La zone militaire des îles du Levant n'était pas active. L'armée n'a donc rien à voir avec le crash de la Caravelle. Pourtant, au fil de notre enquête, toute une série d'éléments vont nous démontrer le contraire. En 1968, Jean-Philippe Brunet habitait avec ses parents sur l'île de Porquerolles, juste en face de l'île du Levant. Souvent, il allait jouer avec ses camarades dans les criques qui entourent ce site, devenu aujourd'hui un haut lieu touristique. Et c'est dans les criques en bas qu'on allait récupérer les débris des missiles, les ailerons en balsa qui nous servaient pour nos bricolages. Jean-Philippe Brunet avait 13 ans à l'époque. Il se souvient parfaitement de cette matinée du 11 septembre 1968.
Donc voilà, c'est ici qu'était le blocos où nous allions jouer quand nous étions petits, il y a plus de 40 ans maintenant. Tout ça, ça n'existait pas, il n'y avait pas cette clôture, il n'y avait pas cette installation permanente qui était là. Et sur ce blocos, donc, chaque fois qu'il tirait un missile, venait poser une caméra pour filmer le tir. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Et donc ce jour-là, en venant jouer, les gendarmes étaient au rocher qui est ici, et ils nous ont interdit de venir jouer dans le blocos en nous disant qu'ils faisaient des expériences secrètes à l'île du Levant et qu'on n'avait pas le droit d'accéder au site. Et sur le toit du blocos, il y avait des techniciens avec leurs grosses caméras qui étaient en train de filmer ce qui se passait à l'île du Levant. Et donc c'était ce matin du 11 septembre 68, donc c'était un mercredi ou un jeudi, juste avant la rentrée scolaire et juste après la fin des vendanges. Le témoignage de Jean-Philippe Brunet est clair. Nous avons pu le recouper avec une autre pièce difficile à réfuter. Une simple coupure de presse que nous avons retrouvée dans un journal local de l'époque. Dans son édition du 9 septembre 1968, le journal relate les prévisions des avis de tir pour la période du 11 septembre. Cet avis, destiné à prévenir la population, indique que la zone Titan, c'est-à-dire la zone correspondant à l'île du Levant, sera bien en activité les mardis 10, mercredi 11 et jeudi 12 septembre de 8h30 à 15h. La Caravelle s'est abîmée en mer durant cette période, le 11 septembre à 9h33. Autre élément beaucoup plus troublant que nous avons retrouvé dans le dossier d'instruction, une carte de la Marine nationale. Une pièce apparemment totalement passée inaperçue. Il s'agit d'un document officiel qui enregistre tous les jours les manœuvres de l'armée. Dans le jargon militaire, cette carte est appelée Zonex, c'est-à-dire zone d'exercice. Elle détaille les activités militaires en Méditerranée pour la journée du 11 septembre 1968. Curieusement, au centre de ce document, une zone apparaît noircie. Une zone contenant des informations qui ne sont accessibles qu'à quelques officiers supérieurs. Un traitement photographique nous permet de lever le voile sur cette partie mystérieuse. Après plusieurs agrandissements, des inscriptions apparaissent. CRS 5, Airsol, Titan, des horaires, 8h30, 18h, des sigles A50, A20. Avec l'aide d'un officier qui a souhaité garder l'anonymat, nous parvenons à décrypter le document. Et nous découvrons que les termes A50 et A20 se rapportent à des missiles. La zone Titan correspond au secteur militaire des îles du Levant. Cela ne fait maintenant aucun doute. La carte que nous avons sous les yeux indique que cette zone était bien active le 11 septembre 1968. Paul Solacaro est l'avocat de l'Association des familles des victimes de la catastrophe. Depuis des années, il se bat pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Lorsqu'on récupère ce fameux document Zonex, qui n'apporte pas la preuve que la Caravelle a effectivement été frappée par un missile, mais qui dément la position que tiennent les autorités étatiques depuis 40 ans. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'activité militaire dans la zone. C'est faux. Le Zonex apporte la preuve qu'il y avait effectivement des activités militaires dans la zone traversée par la Caravelle. Une carte de l'armée montrant que la zone des îles du Levant était en activité. Une annonce dans le journal local et un témoignage qui confirme cette information. La version officielle de l'armée, comme quoi la zone militaire était inactive ce jour-là, est mise à mal. L'armée avait-elle quelque chose à cacher pour la journée du 11 septembre? Pour obtenir une réponse à cette question troublante, nous adressons des courriers à l'armée de l'air et à la marine nationale afin de demander à être reçus. Nous nous heurtons malheureusement à des fins de non-recevoir. L'armée de l'air ne tient pas à communiquer sur ce sujet. Mais ce n'est pas le seul point troublant dans cette affaire. Le jour même de l'accident, une équipe de la télévision a été invitée sur une base militaire du sud de la France pour réaliser un reportage. Il s'agit de la base du Montagel située sur les hauteurs de Nice. Au cours du tournage,
le preneur de son va capter par hasard un échange radio concernant la Caravelle au moment de son approche vers l'aéroport de Nice. Muni de cet enregistrement, il se rend immédiatement au studio local de l'ORTF pour transmettre l'information à Paris. Il est accueilli par Alain Frasquet, un preneur de son comme lui, qui lui propose de l'aider. Il y a un gars qui est arrivé et qui me dit, voilà, qui s'est présenté, il m'a dit, je suis le preneur de son de Paris, on a tourné un reportage au Montagel, et on a vu quelque chose, je crois qu'on a le scoop. Le preneur de son parisien fait écouter le précieux enregistrement à Alain Frasquet. J'ai entendu, on l'a perdu, on nous a échappé, un truc comme ça, quoi, je sais pas. Et qu'est-ce qui avait échappé? C'était la Caravelle sur l'écran ou c'était peut-être Question. Je ne pourrais pas y répondre. Mais les bandes magnéto intéressent apparemment en haut lieu. Ordre a été donné de ne pas les divulguer. Elles ne seront jamais diffusées à la télévision. Quelques minutes à peine après les avoir écoutées, Alain Frasquet voit un inconnu pénétrer dans son studio d'enregistrement. Un gars se présentant comme des renseignements généraux est venu et a saisi les bandes, avec l'accord naturellement de la direction. Et là, moi, je me pose toujours la question, pourquoi l'ERG? Devant la police, qu'est-ce qu'on fait? On donne. Y a-t-il une volonté de la part des autorités de contrôler l'enquête? Qu'a-t-on cherché à cacher en confisquant les enregistrements réalisés par des journalistes? Une chose est sûre, seule la récupération des pièces de l'appareil et leur expertise pourraient rapidement démontrer si oui ou non la Caravelle a été touchée par un missile. Mais une fois encore, l'armée va jouer un jeu troublant. Et sur fond de version officielle tronquée, la recherche des débris ne va pas se faire dans une totale transparence. Nous sommes quelques jours après l'accident et déjà une rumeur court. 2 heures à peine après le crash, un navire de la Marine nationale se serait rendu sur les lieux du drame. Ce navire, c'est le Suffren, une frégate lance-engins basée à l'arsenal de Toulon. Ce bateau a-t-il récupéré des débris flottants? Si tel est le cas, que sont devenues ces toutes premières pièces à conviction? L'armée a toujours démenti cette sortie en mer. Et encore aujourd'hui, le chef d'état-major de la Marine s'en tient à cette version. Je tiens à vous réaffirmer solennellement que le Suffren n'a jamais pris la mer le 11 septembre 1968. Max Clanet et Jean-Michel Verne sont les seuls journalistes à avoir eu accès à de nombreux documents confidentiels dans ce dossier. L'un des 2 enquêteurs a pu notamment consulter les archives nationales à Toulon, qui sont aujourd'hui interdites au public. Il découvre le journal de navigation du Suffren, qui n'est tenu que lorsque le bateau est en mer. En parcourant ce document, il est tombé sur une étrange mise en scène. 2 pages collées, comme si on avait voulu dissimuler quelque chose. Et là, lorsque nous avons ouvert ce journal de navigation, grosse surprise, entre le 29 juillet et le 12 septembre, 2 pages ont été collées, comme si on avait voulu cacher une sortie en mer antérieure au 12 septembre. Avec ces 2 pages collées, impossible donc de savoir si le Suffren est oui ou non sorti en mer entre le 29 juillet et le 12 septembre. Max Clanet a reconstitué ce fameux journal de navigation pour nous expliquer le subterfuge qu'il a découvert à l'époque. Ça, ce sont les pages qui concernent le 29 juillet 1968. Et là, la page du 12 septembre 1968 date où le Suffren donc, a repris la mer. Et là, les 2 pages sont collées pour faire disparaître cette journée dont on n'a aucun renseignement. Aurait-on voulu cacher une éventuelle sortie en mer le 11 septembre? Officiellement, pour l'armée, le bateau était à quai. Il n'aurait donc jamais quitté son port d'attache à Toulon, le jour du drame. Pour essayer d'en savoir plus, les journalistes demandent à consulter un autre registre du Suffren. Il s'agit du journal de bord. Ce cahier relate tous les faits et gestes qui se déroulent à bord du navire, même lorsqu'il reste à quai. Et là, nouvelle surprise. La page du 11 septembre a été purement et simplement arrachée.
On y a collé à la place une demi-page relatant des événements banals survenus entre 8h et 12h, alors que le bateau se trouvait au port. Les événements concernant l'après-midi ont disparu. On nous a répondu que les pages étaient souvent arrachées, bon, ce qui n'est pas le cas parce que je n'ai jamais trouvé un seul journal de bord entre 67 et 69 avec des pages arrachées. Alors donc on a voulu en savoir davantage, quelle était la problématique, savoir si ce bateau était sorti en mer ou pas. Donc on a demandé la consultation des registres confidentiels défense du Suffren pour l'année 68. Il existe à Toulon un fonds d'archives qui collecte ces documents entre 1967 et 1979. Malheureusement, dans une note officielle, la marine indique que toutes ces archives sont disponibles, sauf pour l'année 1968. Alors on ne sait pas où sont ces archives. Plus d'archives, plus de documents. Impossible donc de savoir ce qui s'est réellement passé cet après-midi du 11 septembre 1968 à bord de la frégate. Le navire était-il en mer ce jour-là? Et si oui, quelle était sa mission? À l'époque, Michel Rousseau était second maître à bord du Suffren. Nous lui présentons une photo de cette page recollée dans le journal de bord, et petit à petit, les choses lui reviennent en mémoire. Dans le premier quart du 11 septembre, après 12 heures, il est possible, ce qui expliquerait la coupure du papier, qu'on ait appareillé dans l'après-midi. Dans l'après-midi du 11. Au fur et à mesure de l'entretien avec Michel Rousseau, les souvenirs de l'ancien second maître sont de plus en plus clairs et précis. Mes souvenirs, c'est qu'on a été sur la zone où la caravelle s'était crashée. Et je me rappelle, les souvenirs que j'ai, c'est de voir les débris en surface, que des plongeurs ramassaient les morceaux et les mettaient dans des genres de sacs qu'on remontait à bord. Ensuite, où ça a été centralisé, ça je ne m'en souviens absolument pas. Ça a dû être débarqué à Toulon. Je ne vois pas autrement d'autre solution. C'est donc dans une zone militaire, à l'arsenal de Toulon, que les premiers débris de la caravelle ont été stockés. Pourtant, il s'agit d'un accident civil. L'armée n'a normalement aucune légitimité à intervenir dans cette affaire. Dans l'hypothèse d'un appareil touché par un missile, a-t-elle voulu soustraire le plus rapidement possible toute pièce qui pourrait porter les traces de cette collision? Comme ils étaient les premiers sur place, naturellement, parce qu'ils ont bien trouvé l'endroit exact où ça s'était passé, ils ont récupéré ce qu'ils ont pu récupérer naturellement, et ils ont transporté tous ces matériaux, tout ce qu'ils ont retrouvé à Toulon, à l'arsenal. Et ça paraît quand même très étonnant que ça se soit passé comme ça. Le jour du drame, plusieurs bateaux de pêcheurs sont sur place pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. 24 heures plus tard, une commission d'enquête est mise en place pour déterminer les causes du drame. Elle fait partie du bureau enquête accident, basé au Bourget. Travaillant en toute indépendance, elle dépend de l'aviation civile et n'a rien à voir ni de près ni de loin avec l'armée. Les familles attendent beaucoup de ses conclusions. Cette commission est composée de 5 membres. Tous sont des responsables de l'aviation civile. Parmi eux, Jean Dupont, pilote de caravelle. Cet homme va très vite avoir des doutes quant aux réelles motivations des autorités à faire la lumière dans cette affaire. Jean Dupont est décédé en 2008. Nous avons retrouvé son fils Olivier, qui vit retiré dans une ferme isolée, dans le centre de la France. Ça n'a pas été quelqu'un de très discret, qui n'avait jamais parlé de trop de ce qu'il a fait dans sa vie, alors qu'il a fait pas mal de choses très diverses. Néanmoins, ça c'est une des choses dont il parlait régulièrement de l'enquête sur cet accident. Après la mort de son père, Olivier Dupont va découvrir plusieurs écrits. Des courriers rédigés par le pilote alors qu'il travaillait sur l'enquête concernant l'accident de la caravelle. Dans l'un d'eux, datant de juillet 1970, Jean Dupont s'adresse à un ami. Le ton est grave, inquiétant. On fait pression sur moi. Je commence à prendre conscience que je me heurte ainsi au pouvoir dont j'ignore les motivations dans cette affaire. Il subissait des pressions. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il a quand même écrit au fur et à mesure que les pressions augmentaient. Voilà, il a effectivement écrit ça. Si le pilote a rédigé un courrier aux accents aussi graves,
c'est parce que depuis le début de ses investigations, il a le sentiment que des choses étranges se trament dans son dos. Petit à petit, ses impressions vont se transformer en certitude. Jean Dupont comprend qu'on ne veut pas lui donner les moyens d'accéder à la vérité. Une semaine après l'accident, le pilote a fait une demande auprès du centre radar de la Sainte-Baume. Il a cherché à obtenir les enregistrements des positions de la Caravelle durant le vol. Ces informations sont essentielles pour déterminer le point exact de l'impact en mer de l'appareil. On lui répond que ces bandes n'existent pas. Mais 4 mois plus tard, les enregistrements réapparaissent. Pierre Courdil travaillait à l'époque au centre radar. Il n'exclut pas une possible manipulation de ces bandes. Attention, j'accuse personne, hein. Ça peut se modifier, hein. On peut faire des coupures, comme vous pouvez faire si vous interviewez quelqu'un. Alors, est-ce qu'ils ont... J'en sais rien, moi, s'ils étaient d'accord avec les militaires, on pourrait étouffer l'affaire, parce que moi, je pense que c'est une affaire qui a été étouffée, et il ne faut pas y toucher. Jean Dupont s'interroge de plus en plus. La commission d'enquête pour laquelle il travaille a-t-elle réellement les moyens de mener à bien ses investigations? Il se sent isolé et a besoin de partager ses doutes. Il va rendre visite à un ami, André Gréard, un commandant de bord qui dirige par ailleurs le syndicat des pilotes d'Air France. Avec lui, il évoque une éventuelle implication de l'armée dans le crash. Il voulait savoir ma réaction au sujet sur ce point-là. Parce que pour les navigants, il n'y avait pas d'autre raison possible que un missile qui ait touché un réacteur. Il n'aurait pas dû m'en parler d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il était fonctionnaire et parce que, en fait, commission d'enquête, en principe, c'est secret. Dans une affaire polluée par de nombreuses zones d'ombre, Jean Dupont commence à douter des réelles marges de manœuvre de la commission. La commission d'enquête, à ce moment-là, elle fabrique ce qu'elle veut, là. Mais pourquoi? Pourquoi? À cause des intérêts de tout le monde. Il vaut mieux pas parler. Il vaut mieux suggérer. Mais sans le dire. Et surtout sans l'écrire. Hein. Non, non, pas de vague. Pour Jean Dupont, la priorité est de retrouver l'épave. Il va même jusqu'à reconstituer le vol en pilotant un appareil du même type, aux mêmes horaires et dans les mêmes conditions. Car c'est seulement en découvrant le point d'impact exact que l'on pourra déterminer où la Caravelle a coulé. Jean Dupont situe l'épave à quelques kilomètres, au large d'Antibes. Donc, ce que papa a fait, lui, il a calculé une trajectoire théorique en se basant sur les paramètres de vol normal de l'avion, et il a déterminé un point d'impact qui est situé ici, et qui est effectivement à peu près un peu moins de 40 km au sud de Nice. Mais curieusement, les navires chargés de la recherche des débris ne tiennent pas compte des informations fournies par Jean Dupont. Ils effectuent des dragages sur une zone située plus au sud, une zone de recherche établie par la Marine nationale. À chaque fois qu'il exigeait qu'on aille sonder là où il prétendait que l'avion s'était abîmé, eh bien, à chaque fois, on revenait sur la position calculée par la Marine nationale, qui avait été sur zone assez rapidement. Apparemment, personne ne veut tenir compte de la position de l'épave donnée par Jean Dupont. Durant tout ce temps, les navires câbliers font des ronds dans l'eau. Ils cherchent au mauvais endroit. Les deux bateaux chargés de récupérer les débris de la Caravelle sont l'Alsace et l'Ampère que l'on voit sur ces images. En 1968, Jean Bonhomme était lieutenant à bord d'un de ces navires. Il se souvient de ces journées entières de recherche infructueuse. On ignorait totalement où se trouvaient les débris de la Caravelle par 2200 mètres de fond. Et c'était très, très aléatoire. On n'avait pas le GPS, on n'avait pas tous les moyens qui permettent une précision, une localisation précise. Les mois passent. Après 3 campagnes de chalutage qui vont durer chacune 3 semaines, les navires ne parviennent pas à récupérer la moindre pièce. L'enquête piétine.
les autorités se décident enfin à orienter les recherches dans la zone indiquée par Jean Dupont. Nous sommes en 1971. Dans cette ultime tentative, les marins des navires câbliers se font aider par un appareil photo sous-marin équipé de nombreux objectifs et capable de prendre des clichés à de grandes profondeurs. Les gros morceaux, les morceaux qui ont a priori intéressé la commission d'enquête, on les a trouvés pratiquement à la fin, toute dernière fin. C'était pratiquement, on allait abandonner les recherches lorsqu'on est tombé sur les morceaux. Au cours de notre enquête, nous avons pu récupérer ces images inédites. On peut voir que les derniers coups de chalut se révèlent payants. La mer accepte enfin de livrer quelques secrets. Les bateaux remontent de nombreux débris, et notamment un élément crucial, la fameuse boîte noire de la Caravelle, qui contient les données de tous les derniers trajets de l'appareil. Les enquêteurs vont enfin savoir de façon précise comment s'est déroulée la dernière partie du vol Ajaccio-Nice. Car la boîte renferme un papier photographique sur lequel on peut lire le cap, l'altitude, la vitesse, des informations capitales pour déterminer les causes d'un accident. Toute une série de questions qui passionnent l'opinion publique. Au lendemain de la découverte de la précieuse boîte noire, on ne parle que de ça à la télévision. Alors dans le cas de la Caravelle Ajaccio-Nice, s'il y a eu un impact, puisqu'on a parlé de collision possible, on avait parlé de fusée, l'enquête a toujours tenu à prouver le contraire, mais imaginons qu'il y ait eu une collision quelconque. Comment ça va se transcrire sur cette bande? S'il y a eu collision, il y a eu évidemment une accélération importante au niveau de la structure. Il y aura donc une grosse courbe. On devrait trouver une pointe ici sur l'enregistrement et l'amplitude de cette pointe, la mesure de cette pointe doit pouvoir permettre de dire quelle a été l'importance du choc. La bande enregistrée est envoyée pour expertise dans un laboratoire civil spécialisé dans les techniques aéronautiques. Mais nouveau coup de théâtre, la bande se révèle inexploitable. Explication officielle, la gélatine entourant la pellicule a été endommagée. La bande se trouvant dans l'enregistreur est inexploitable. La gélatine s'est détachée du papier par un phénomène électrolytique dans la partie intéressant la fin du vol. Et bizarrement, c'est uniquement la partie concernant la fin du vol qui pose un problème. Les autres enregistrements ont été épargnés. Par contre, elle est encore exploitable pour les vols antérieurs, ce qui ne donne aucune indication concernant l'accident du FBOHB le 11 septembre 1968. On joue décidément de malchance dans cette affaire. Tout dans la progression de l'enquête semble être mis en place pour faire obstacle à la manifestation de la vérité. Au cours de cette dernière campagne de chalutage, les navires espèrent récupérer les réacteurs de l'appareil. Leur découverte permettrait d'éclairer les enquêteurs car dans l'hypothèse d'une erreur de l'armée, un missile guidé par la chaleur aurait forcément laissé une trace d'impact sur l'un des moteurs. Pas de chance, dans les filets pas de réacteurs, mais toujours une multitude de débris débarqués à Nice avant d'être transférés à Toulouse pour être expertisés par des ingénieurs de l'aviation civile. Mais un nouvel épisode étrange va se produire. Un jour, pour des raisons inconnues, ce n'est pas à Nice, mais à Toulon, à l'arsenal militaire, que les pièces de la Caravelle sont débarquées. À l'époque, Jean-Marie Decaux est matelot sur l'Alsace, l'un des deux navires chargés de récupérer les débris. Il se souvient parfaitement de cette journée où son bateau est entré dans le port militaire. Sur un des retours d'une des campagnes, si mes souvenirs sont exacts, on avait dû rentrer à l'intérieur de l'arsenal militaire pour pouvoir y débarquer, je pense, ce qu'on avait eu la chance de remonter et de retrouver par les divers chalutages. Et à partir de là, il fallait qu'on débarque ça, je pense, à l'arsenal militaire pour peut-être des raisons évidentes de confidentialité ou autre, quoi. Des raisons de confidentialité. C'est encore une fois l'armée qui curieusement va stocker des débris alors qu'elle n'est pas habilitée à le faire. Quelles que soient les motivations de l'armée dans cette affaire, son attitude ne participe pas à dissiper les soupçons à son égard. Nous sommes en novembre 1972. Les campagnes de repêchage sont terminées. La commission d'enquête
s'apprête à rendre ses conclusions définitives. Des conclusions qui à aucun moment ne s'interrogent sur le rôle et les interventions de l'armée dans les mois qui ont suivi la catastrophe. Pas une seule fois durant ces investigations, elle n'aura remis en cause la version de l'armée selon laquelle la zone de tir du Levant était inactive ce jour-là. On fait comprendre à Jean Dupont qu'il serait bon de suggérer dans son rapport que l'armée n'a pas de responsabilité dans l'accident. Il a subi des pressions pour écrire dans le rapport, rédiger le rapport d'une façon qui exclut de façon certaine l'hypothèse missile. Et il a d'ailleurs refusé de signer des versions du rapport dans lequel il y avait une démonstration un peu tirée par les cheveux pour affirmer que ce n'était pas un missile. Malgré ses doutes et ses réserves, Jean Dupont finira par accepter de signer les conclusions de la commission d'enquête. Mais quelques mois avant la parution finale du rapport, il écrira un courrier étrange, troublant. Une lettre dans laquelle il va même jusqu'à dire qu'il a peur pour sa vie. Je suis tombé sur ces courriers manuscrits dans lesquels il écrit que il est inquiet pour sa propre sécurité et ça m'a effectivement troublé, quoi. La raison d'État justifie tous les crimes. S'il m'arrivait, avant que cette affaire ne soit éclaircie, le moindre accident, la moindre maladie, il faudrait rechercher les responsables parmi les autorités militaires et gouvernementales. Des accusations graves, inquiétantes. Que pouvait donc redouter Jean Dupont au point de craindre pour sa vie? Même s'il n'a jamais affirmé ni accrédité la thèse du missile dans son rapport, pourquoi se sentait-il menacé par les autorités militaires et gouvernementales? Nous n'en saurons pas plus. Jean Dupont est mort de vieillesse en 2008, à l'âge de 84 ans. Quant aux débris de l'appareil, ils ont été stockés dans un hangar de l'aviation civile à Toulouse. Mais il n'a jamais été possible de savoir si toutes les pièces se trouvent bien à cet endroit et si certaines n'ont pas disparu. Malgré toutes ces années passées depuis la catastrophe, les familles des victimes continuent à se battre. En mars dernier, elles obtenaient le soutien du président du Conseil exécutif de Corse. Sensibilisé par le drame, Paul Giacobbi adressait une lettre au président de la République dans laquelle il demandait à ce que soient mis en place tous les moyens pour récupérer l'intégralité de l'épave de la Caravelle. Il y a quand même un certain nombre d'éléments qui ne sont peut-être pas probants, mais qui sont troublants. Et par ailleurs, on peut finir par se demander si l'espèce de blackout qui s'est fait autour de cette affaire n'est pas lié, ou le fait qu'on n'ait pas fait toutes les recherches qu'on aurait dû faire, n'est pas lié précisément à la cause que l'on soupçonne de cet accident. Donc il faut aller au fond des choses. Seule la récupération et l'expertise des réacteurs qui officiellement n'ont jamais été repêchés pourraient permettre de savoir de façon certaine si oui ou non l'appareil a été touché par un missile. Ce serait tout à l'honneur de l'armée française de reconnaître, si c'est le cas, qu'il y a eu une erreur, qu'il y a eu un accident. C'est des choses qui malheureusement peuvent arriver. Et ce serait au déshonneur de vouloir l'occulter. C'est certainement pas l'intention de l'armée aujourd'hui. Vous savez, Montesquieu a écrit « La vérité s'échappe toujours et perce les ténèbres qui l'environnent ». Donc ça finit toujours par se savoir. 43 ans se sont écoulés depuis le drame. 43 années émaillées de rebondissements en série, de témoignages nouveaux, parfois sérieux, parfois tardifs. Toute une série d'éléments qui, aux yeux du procureur de Nice, Éric de Montgolfier, ne permettent pas aujourd'hui d'aller plus loin dans la poursuite des investigations. C'est triste cette affaire, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, que des familles sont encore en deuil de ne pas le savoir, et que juridiquement, nous sommes liés. Liés parce que tous les recours possibles ont été utilisés en matière juridique par les parents des victimes et que l'affaire est prescrite depuis des années. Régulièrement, l'association des familles tente de relancer l'affaire afin d'éviter que le dossier ne tombe dans l'oubli. Et s'il le faut, c'est devant la Cour européenne des droits de l'homme qu'elle déposera une ultime requête pour avoir droit enfin à la vérité. Si on dit aux frères Paul et aux familles de victimes, écoutez,
on vous donne droit à une instruction, à une enquête judiciaire ou une enquête administrative, pourquoi pas une nouvelle commission d'enquête, et qu'à terme, il n'apparaît pas que la Caravelle a été frappée par un missile, eh bien les frères Paul et les familles de victimes en resteront là. Le problème qui se pose aux familles de victimes, c'est que depuis des années, ils posent des questions, et que depuis des années, ils n'ont pas d'éléments de réponse. Pas de réponse, et les portes restent closes. Tous ceux qui ont travaillé sur ce dossier continuent de se heurter aujourd'hui encore à de nombreuses obstructions et au silence total de l'armée. D'un côté, il y a l'armée, donc l'armée, la grande muette, et de l'autre, il y a l'État. L'État qui n'a pas envie d'embarrasser l'armée et qui n'a pas envie de s'embarrasser par rapport à cette affaire. Cette affaire qui manifestement pose problème. Pour les dizaines de familles qui ont perdu un proche dans cet accident, la totale transparence des autorités de l'État serait aujourd'hui considérée comme un véritable geste de respect vis-à-vis de la mémoire des 95 disparus du vol Ajaccio-Nice du 11 septembre 1968.